Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur 100% Cyclisme, votre tout nouveau podcast qui va vous faire vivre l'intégralité des courses World Tour de la saison. Nous sommes en train de vivre l'âge d'or du cyclisme avec de nombreux duels mythiques. Pogacar-Vingegaard bien sûr sur les grands tours, Van der Poel-Van Aert sur les classiques, Van der Poel et Pogacar également sur les classiques et les monuments. On a Roglic et Evenepoel au milieu de tout ça, bref. Ça va être encore une saison exceptionnelle. Ça commence donc aujourd'hui avec le Tour Down Under en Australie, la première course par étape de la saison. Aujourd'hui, c'est la première étape, une étape de 151 km qui aura lieu entre Prospect, dans la banlieue d'Adélaïde, jusqu'à Gumeracha, un peu plus à l'intérieur du pays. Avant de s'intéresser à cette étape, on va parler d'abord du Tour Down Under et notamment de la start list des coureurs présents. Alors, c'est clairement pas le plus grand plateau de l'histoire. Il n'y a aucune des stars que j'ai mentionnées tout à l'heure. Il y a quand même quelques noms et notamment quelques favoris pour le classement général. Je pense d'abord au tenant du titre, Stephen Williams, le Britannique d'Israël Première Tech, et un autre vainqueur du Tour Down Under, c'était il y a 2 ans, c'est l'Australien Jay Vine de la team Emirates. Ces deux coureurs sont les favoris, d'autant plus qu'ils ont avec eux une belle équipe. Stephen Williams, notamment accompagné de George Bennett et de Michael Woods, de bons grimpeurs. Jay Vine, lui, est accompagné de Marc Soler et de Jonathan Narvaez, qui pourrait aussi avoir son mot à dire au classement général. Chez les autres équipes, quelques favoris aussi qui vont vouloir se battre pour le classement général, et notamment des Australiens. Lucas Hamilton pour Ineos Grenadier, qui sera aidé par Geraint Thomas quand même. C'est peut-être la plus grande star de ce peloton, l'ancien vainqueur du Tour de France, mais qui commence un peu à faire son âge, notre ami Geraint. On va également noter la présence de pas mal de monde du côté d'Astana, avec Alberto Bettiol et avec Sergio Higuita, avec Yves de Schelling, des coureurs qui pourraient aussi tirer leur carte au classement général. On va également citer l'équipe australienne de la Jayco Alula. C'est forcément toujours une course importante pour cette équipe à domicile. Ils sont venus avec du monde. Ils sont venus notamment avec les 2 champions d'Australie qui viennent d'être sacrés. Luke Plapp, champion du chrono. Luke Durbridge, champion sur route. Ils vont vouloir se montrer tout au cours de ce Tour Down Under. Et puis, côté français, quand même, la présence de Paul Lapera, bon puncher, champion de France, s'il vous plaît. Il aura le maillot sur les épaules, donc ça sera intéressant de le voir. Pour les étapes, intéressant de voir ce que pourra faire Brian Cocard, qui est présent ici pour la Cofidis également. Encore quelques noms de coureurs qui vont se battre pour le classement général. On peut citer Esteban Chavez d'Education Easy Post. On peut citer aussi Oscar Onley de la team Postnik PostNL, qui est un bon puncher et qui pourra aussi se mêler à la victoire finale. On va se concentrer désormais sur l'étape du jour, la première étape, l'étape d'ouverture. C'est une étape qui devrait se terminer par un sprint massif, mais il y a quand même des petites difficultés aujourd'hui. 3 pour être exact, 3 cols de 2 catégories. Et la première qui arrivera assez rapidement au bout d'une dizaine de kilomètres. Le Kangaroo Creek Reservoir, le réservoir de la crique des kangourous, en gros. 2 km à 5,2%, une rampe de lancement parfait pour l'échapper, pour se créer lors de cette toute première ascension. La deuxième ascension aura lieu au kilomètre 78, la Berry Hill Climb, 1,5 km à 6,6%. Là encore, ce sera les échappés qui devraient être les premiers à la franchir. La dernière ascension, ce sera de nouveau la Berry Hill Climb. Elle aura lieu à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Quelques sprinteurs peut-être seront lâchés, mais il restera encore 30 km en plat et en légère pente jusqu'à l'arrivée qui devrait permettre un regroupement et un sprint massif privé peut-être de quelques éléments perdus lors de la dernière ascension. Du coup, les petits favoris qui sont les meilleurs sprinteurs présents parmi le peloton, il y en a pas mal. Il y a Phil Bauhaus de la Bahreïn Victorieuse qui est pour moi le favori du jour, mais il y a aussi Pascal Enkorn pour la Soudal Quick-Step. Il y a Sam Welsford pour la Red Bull Bora-Hansgrohe qui est accompagné en plus de Laurens Pitty et de Danny Van Poppel, des très bons lanceurs poisson-pilotes. On a Carlos Canal de la Movistar qui est un sprinter qui sait passer les bosses. On a encore Corbin Strong de Israel Première Tech
qui pourrait aller chercher aussi, lui aussi, aujourd'hui, la victoire. Et puis on a les Français, on a Brian Cocard qui va vouloir se mêler au sprint. On a le jeune Noah Isidore, dont on attend de voir ses premiers pas, le jeune coureur de la Décathlon AG2R. Voilà les principaux favoris du jour. Et ben ça y est, c'est parti. La course, la saison de cyclisme va commencer avec cette première étape du Tour Down Under. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et c'est parti, le kilomètre zéro vient d'être franchi par le peloton et déjà des premières attaques. Qui sont les premiers attaquants de ce peloton? Ils sont 5 déjà à être partis. On a 2 coureurs de l'équipe australienne, il me semble, un coureur de la Lidl Trek, un coureur de Décathlon. Mais pour l'instant, le peloton ne laisse pas partir. Il y a beaucoup de monde qui vont vouloir prendre cette échappée matinale. Pour l'instant, pas d'écart fait, ils sont repris. Le premier coureur à prendre des distances, c'est Zach Marriage, un coureur pas très connu, on va pas se mentir, Zach Marriage, jamais entendu son nom auparavant. Coureur de l'Australian National Team, il y a une équipe constituée uniquement de coureurs australiens, qui n'est pas une équipe officielle, c'est une équipe juste avec des Australiens, qui courent dans d'autres équipes naturellement, mais qui sont réunis sous une même bannière. Il est rejoint, Zach Marriage, par 5 autres coureurs, le peloton emmené par Décathlon AG2R qui ne laisse pas partir. Zach Marriage aura au moins eu l'honneur d'être le premier coureur à être seul en tête d'une course World Tour cette saison. Il est repris, il a dans sa roue Michal Kwiatkowski, il a Roman Ermakov, un autre coureur que l'on ne connaît pas, qui court pour la Bahrain Victorious. Mais ils sont tous repris par le peloton désormais. Il est fort probable qu'aucune échappée ne se fasse véritablement avant la première ascension du jour, qui aura lieu dans quelques kilomètres maintenant, dans 6-7 kilomètres. Il suffit que je dise ça pour que là, il y ait un gros écart qui est fait entre 2 et 3 coureurs. Le peloton qui, cette fois-ci, semble laisser partir. On a un coureur de la Décathlon et 2 coureurs de cette fameuse équipe australienne nationale. C'est clair, pour eux, pour cette équipe, c'est le jour pour se montrer, pour être à l'avant, pour aller chercher tout simplement le maillot de meilleur grimpeur. C'est aujourd'hui l'occasion de monter sur le podium à la fin. Pour ces coureurs pas très connus, c'est probablement leur seule compétition World Tour de la saison. Ils sont surmotivés et ils sont 2 à l'avant désormais. Donc avec un coureur de la Décathlon AG2R, j'ai pas encore les numéros ni les noms. L'écart en tout cas là est bien fait. Il y a un Ineos qui est en chasse-patate derrière qui va probablement revenir. On pourrait se retrouver avec un groupe de 4 à l'avant assez rapidement. Alors qui y a? Il y a Sébastien Tronchon pour la Décathlon qui est là, avec encore Zach Marriage et avec Fergus Browning. Voilà 2 Australiens inconnus qui se font plaisir, qui sont à l'avant avec Bastien Tronchon. C'est fait pour l'échappée. 147 km de l'arrivée, on n'est parti que depuis 5 km et l'échappée du jour semble déjà formée avec 3 hommes, Tronchon, Marriage et Browning, avec un Ineos derrière qui n'a pas encore fait la jonction mais qui va revenir. Le peloton n'est plus en ligne de mire. Ça pourrait être déjà là, le profil de la journée qui se dessine avec 4 hommes en tête et un peloton derrière qui va tranquillement gérer. Allez, l'Ineos là qui est là. Ah non, c'est pas un Ineos, c'est un Arkea. C'est Martin Tjota. Martin Tjota qui va tenter de revenir, un Norvégien de Arkea BNB Hotel qui fait l'effort. Il a du mal et ça va lui coûter beaucoup pour rejoindre les 3 hommes de tête, mais il faut qu'il le fasse le plus rapidement possible, il faut qu'il le fasse avant le début de l'ascension. Et ensuite, on aura un groupe de 4 en tête, et ça sera parti pour l'étape. Une étape classique d'une échappée et d'un peloton qui gère, mais avec les différentes ascensions, pourquoi pas une échappée qui fasse douter au moins le peloton. 145 km de l'arrivée et le peloton qui laisse filer les 4 hommes de tête. Ça leur va bien, 4, c'est un nombre gérable pour les équipes de sprinteurs, pour les équipes de leaders. Il n'y a aucun nom dangereux au classement général qui est parti non plus. Il n'est toujours pas entré, notre ami Tjota, là, le Norvégien. Où est-ce qu'il est?
Il faudrait quand même qu'il se dépêche. Pour l'instant, il n'y a que Bastien Tronchon qui fait le rythme dans le groupe de tête. Il n'a pas envie que Chiota rentre, a priori. Bastien Tronchon, ça lui va bien d'être avec ces deux Australiens un petit peu inconnus. Il se dit que les points de la montagne, ça peut être pour lui. Le maillot de classement de la montagne ce soir, ça peut être pour lui aussi. Donc, il ne veut pas d'un autre coureur qui rentre et il donne tout. Les Australiens, Zachary Marridge et Fergus Browning sont dans sa roue. 144 km de l'arrivée. Et Chiota, il est toujours pas arrivé. Oh, il secoue de la tête. Et je me demande s'il n'est pas en train d'abdiquer, le Norvégien. Il était à 20 mètres tout à l'heure. Il était presque rentré. Et là, on sent que le coup de pédale est un petit peu résigné. Je ne suis pas sûr qu'il parvienne à rejoindre les 3 hommes de tête, Martin Chiota. C'est dur là pour le Norvégien d'Arkea BNB. Il avait presque pris le bon wagon, mais tout seul contre 3. Oui, l'écart qui a grandi. Je ne pense pas qu'il rejoigne l'échappée. Il va probablement à un moment donné se faire reprendre par le peloton tout seul contre 3. Alors qu'il était vraiment à 20 mètres. Il avait juste un petit coup, mais le rythme de Bastien Tronchon, qui n'a pas voulu qu'il rentre, ou en tout cas qui s'en est pas vraiment soucié, qui ne l'a pas attendu, ça c'est clair, et était trop fort. Et Chiota ne devrait pas faire partie de l'échappée du jour. On devrait se retrouver avec 3 hommes, un Français et 2 Australiens, 2 coureurs donc de cette équipe nationale australienne, des coureurs de seconde division qui courent en Continental ou en Continental Pro et qui vont se faire plaisir aujourd'hui en tête d'une course World Tour. Oh, il est loin Chiota. Il est à 500 mètres derrière désormais. Il est intercalé. Et là, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit poursuivre son effort, espérer que les 3 de devant finissent par un petit peu se calmer, attendre le peloton et passer une étape tranquille au chaud? Pour l'instant, il continue à demi-mot. Il ne reviendra pas, Chiota. Il ne reviendra pas. Il n'y aura que 3 hommes en tête aujourd'hui, pas 4. Allez, premier écart, 142,6 km et le peloton a déjà 1,55 de retard sur les échappés, presque 2 minutes. Ça va grimper encore pendant un petit moment, 2 minutes d'écart entre les 3 hommes de tête, Tronchon, Marridge et Browning, et le peloton. C'est fini pour Martin Chiota. Là, il a complètement coupé son effort. Il ne rejoindra pas les 3 hommes de tête. Il attend que le peloton vienne l'avaler. Dommage, parce qu'il était vraiment, vraiment pas loin. Je pensais même qu'il avait rejoint. Il était juste derrière. Mais comme quoi, le cyclisme, être tout seul, avoir tout seul contre 3, c'est beaucoup plus dur. Le vent dans la tête. Il n'a pas réussi à faire le jump nécessaire pour rejoindre les 3 hommes de tête. Est-ce intelligent pour les 3 premiers d'être à 3 plutôt qu'à 4 en vue d'une victoire d'étape? Non. Par contre, en vue avoir un adversaire de moins pour le classement de la montagne, oui, a priori, c'est donc plus l'objectif visé par les hommes de tête qui entrent en ce moment au pied de la première ascension du jour, le fameux réservoir au kangourou, la Kangaroo Creek Réservoir, 2 km d'ascension, 5% de moyenne, montée assez irrégulière, plutôt pentue au début, plus calme. Sur la fin, il y a 7 points à prendre au sommet pour le premier, 5 points pour le second, 3 points pour le troisième et 1 point pour le quatrième. 1 km du sommet. Les 3 hommes de tête ont 2,42 secondes d'avance sur le peloton. Ils discutent un peu entre eux. Les 3 hommes de tête, c'est Marridge. Non, c'est pas Marridge, là, c'est Browning qui fait le tempo. Il a Marridge dans sa roue, Tronchon en 3e position. A priori, Bastien Tronchon qui est le coureur d'une équipe World Tour qui a déjà une expérience sur les courses World Tour et le favori pour passer en tête au sommet de cette difficulté. Mais je ne connais pas les 2 autres coureurs. C'est peut-être des très bons grimpeurs. J'en sais vraiment rien du tout. Donc on va voir ça. Mais je mettrai quand même ma petite pièce sur Tronchon pour prendre les 7 points au sommet de ce col de 2e catégorie. Allez, 300 mètres du sommet. Browning qui toujours mène le groupe. Marridge est tendanceuse derrière. Tronchon est toujours dans la roue de Marridge. Il va vouloir jumper au bon moment, au dernier moment possible. Browning qui ralentit et qui reste en tête quand même. Attention, ça va bientôt se lancer. 200 mètres, 100 mètres, on y est. Pour l'instant, personne qui ne fait l'effort. Il va peut-être falloir s'y mettre quand même. Allez, c'est toujours Browning. Pour l'instant, pas d'attaque. Il n'y a pas d'attaque.
Ah bah je m'y attendais pas à ça. Eh ben en fait, Tronchon n'a pas voulu prendre les points. C'est Browning qui prend les 7 points. Marriage 3, Marriage 5 et Tronchon 3. Ok, bah cadeau pour Fergus Browning qui prend 7 points et qui du coup va probablement prendre, on verra aux deux ascensions suivantes s'il prendra les points suivants. A priori, ils se sont parlé, ils se sont mis d'accord. Bastien Tronchon leur dire je vous laisse les points de la montagne, mais vous faites des vrais relais, vous m'aidez à aller chercher l'étape. Je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais voilà, ils sont pas battus pour les points de la montagne. Je vais pas vous mentir, je suis un petit peu déçu. Mais bon, allez, le peloton qui va arriver à son tour, bon, ils sont un petit peu plus loin. Ils sont à 3 minutes 22, l'écart qui continue de grimper. Est-ce que quelqu'un va vouloir aller chercher le petit point qui reste ? Je pense que Ciota a été repris depuis. On n'a pas vu l'image, mais c'est à peu près certain. Si, il est là, Martin Ciota. Il n'a pas encore été repris. Il va prendre le petit point de consolation. Il n'a pas complètement relâché son effort. À un moment, je pensais qu'il attendait vraiment le peloton, mais on doit lui dire allez, fais l'effort au moins jusqu'au sommet, prends le point. Ça sera au moins ça de prix et peut-être qu'il pourra repartir en échapper lors des prochains jours. Et avec ce petit point, pourquoi pas essayer de se lutter à la lutte pour le classement de la montagne. Une lutte assez décevante. C'est quand même la première course de la saison. Personne n'a voulu aller chercher ces points de la montagne. Ça y est, 135 km de l'arrivée et Martin Ciota vient enfin d'être repris par le peloton. Un peloton qui est mené désormais par l'équipe de la Bora-Hansgrohe, la Red Bull Bora-Hansgrohe plus exactement, qui fait le rythme pour leur sprinter, probablement Sam Welsford, éviter que l'échappée prenne trop d'avance. L'échappée qui a quand même déjà 4 minutes et 26 secondes très exactement d'avance. Pas sûr que ça monte beaucoup plus que ça, peut-être jusqu'à 5 minutes, mais ça devrait être à peu près ça. Quelque chose d'intéressant quand même, au milieu des Red Bull qui font le train, même beaucoup plus qu'au milieu, il y a 5 coureurs de la Decathlon AG2R qui qui veulent essayer de casser le rythme peut-être, donner sa chance à Bastien Tronchon, éviter une grosse poursuite. C'est a priori la seule raison pour laquelle ces coureurs sont là, parce qu'on va mal rouler derrière le propre coureur. Voilà, il y a un coureur de la Bora en tête et 5 coureurs de la Decathlon derrière. Et ensuite, de nouveau, des coureurs de la Bora-Hansgrohe qui font le rythme en tête du peloton. L'écart qui continue de grimper, plus de 5 minutes 30 d'avance maintenant pour Tronchon, Marriage et Browning. On est à 130 km de l'arrivée, on est évidemment très loin. Mais l'écart qui devient conséquent et qui devrait leur permettre d'aller jusqu'au bout, au moins jusqu'à la dernière difficulté, et donc de prendre tous les points pour le classement de la montagne, même si on a vu au premier col que ce n'était pas forcément finalement leur priorité du jour. C'est le sprint intermédiaire dans 20 km. On va voir s'il sera plus disputé parmi les échappés que le classement de la montagne, sachant qu'il y a en plus des points qui ne sont pas très importants, je pense, pour les joueurs de tête. Il y a par contre des secondes à prendre, 3, 2 et 1 seconde pour le premier, le deuxième et le troisième. Ça pourrait intéresser un coureur comme Bastien Tronchon, qui, pourquoi pas, qui n'est pas un mauvais puncher, puisque le Tour Down Under est un tour pour puncher, qui pourrait, avec ces petites secondes, avoir des ambitions au classement général, pas pour une victoire finale, mais pour faire peut-être un top 10, parce qu'il faut bien le dire, le Tour Down Under, ça se joue souvent à coup de 2 secondes, de bonification. Il n'y a pas de haute montagne, et donc il n'y a pas de gros écarts au final. Donc s'il part de cette étape avec 6 secondes de prix de bonif, et d'ailleurs c'est peut-être la discussion qu'ils ont eue, il a peut-être dit je vous laisse la montagne, vous me laissez les secondes bonif au sprint. On verra ça dans 20 km. 112 km de l'arrivée, le scénario n'a pas bougé. Un seul coureur qui roule dans le peloton pour la Red Bull Bora-Hansgrohe, c'est Filip Maciejczuk, le Polonais. Derrière lui, il y a toujours 4-5 coureurs de la Decathlon qui sont là. On n'a toujours pas compris pourquoi. Et puis surtout devant, il y a toujours 3 échappés qui ont 4 minutes et 40 secondes d'avance alors qu'ils approchent du premier sprint intermédiaire.
L'écart qui est monté jusqu'à 5 minutes 30, mais pas plus, et qui depuis descend de manière régulière, mais très lente. Voilà, là ça s'est stabilisé. C'était longtemps à 5 minutes, ça, ils ont perdu 20 secondes. Ils sont désormais à 4,40. Allez, on s'approche du sprint intermédiaire. On est à 1 km pour l'instant. Et ben, c'est comme tout à l'heure. C'est notre ami Browning qui mène la danse avec Marriage dans son don et Tronchon en 3e position. On va voir si cette fois-ci, ils vont enfin se battre pour ces points et surtout pour ces secondes à gagner. Je rappelle, 3, 2 et 1 seconde à gagner, ainsi que 3, 2 et 1 point au classement par point du meilleur sprinter. Est-ce qu'ils se sont mis d'accord? Est-ce qu'ils vont se battre? On espère qu'ils vont un peu se battre quand même, ça serait sympa. On rappelle que c'est Browning qui est passé en tête du classement de la montagne, devant Marriage et Tronchon. Qu'en sera-t-il cette fois-ci? On est à 500 mètres de la ligne de ce sprint intermédiaire qui ne concernera pas le peloton. Là, il n'y a pas de 4e qui gagne quelque chose. C'est donc seulement pour les échappés de se faire plaisir, de se livrer un petit sprint. 300 mètres de la ligne encore. Ça va à un rythme soutenu mais tranquille. Personne ne lance pour l'instant. 200 mètres, il va y avoir un virage à gauche. Pour l'instant, Tronchon, ça y est, Tronchon qui lance à 200 mètres a priori. Et il y a Marriage qui va dans sa roue. Browning, lui, ne s'en mêle pas. Tronchon qui fait l'avance, qui va passer en tête. Tronchon qui passe avec une bonne vingtaine de mètres d'avance. Voilà, c'est logique. C'est le professionnel qui passe devant Marriage. Browning, lui, ne s'est pas mêlé à la lutte. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu une lutte. Tronchon qui ensuite n'insiste pas. Il continue de rouler, mais il ne va pas tout donner. Il va attendre que les 2 Australiens le rejoignent. Il a quand même réussi, le rejoignent. Il a quand même fait un beau petit écart, Bastien Tronchon, qui prend donc 3 secondes. Et c'est logique. C'est logique que ce soit lui qui les prenne. Et ça aura peut-être lui donner des idées, des ambitions pour la suite de ce tour, d'aller chercher un top 10. Parce que voilà, ça se joue toujours à la seconde, le Tour Down Under, surtout pour les places d'honneur. C'est bien joué pour Bastien Tronchon. Voilà, Marriage qui revient, Browning aussi, et on va reprendre tranquillement le scénario classique, les 3 hommes devant, le peloton qui est toujours à 4,40 derrière. On est à 110 km de l'arrivée, ils discutent entre eux, ils ont l'air de passer une bonne journée devant les trois compères là. Et ben ça tombe bien parce que c'est pas fini, il leur reste plus de 100 km s'ils veulent rejoindre l'arrivée avant le peloton. Et alors là, c'est de la Décathlon AG2R tout craché. Bastien Tronchon qui se relève. De l'échappée. On est à 107 km de l'arrivée. Il a fait son sprint. Il a fait un petit check à Zach Marriage et à Fergus Browning pour leur dire: allez-y les gars, le reste c'est pour vous. Il se relève, Bastien Tronchon. Il va attendre que le peloton le rattrape. Alors là, c'est quand même assez bizarre parce que il y avait un 2e sprint intermédiaire qui était dans une 60aine de kilomètres où c'est sûr à 100% les échappés ils seront avant le peloton. Il y a donc encore 3 secondes à aller chercher. Il n'y va pas, il se relève, il a pris 3 secondes et il arrête. Là, je ne comprends pas. On va pas se mentir, je ne comprends pas. Il doit y avoir un plan. Alors, c'est vrai qu'il y a des sprinteurs du côté de la Décathlon AG2R. Peut-être qu'on mise plus pour la victoire d'étape pour Isidore ou pour Dorian Godon. Ou pour Paul Lapera, évidemment, également. Mais bon, c'est étonnant. On a un coureur devant qui, en tout cas, il aurait pu au moins poursuivre son effort pour 60 km pour aller chercher 3 secondes en plus. Non. Non. Il arrête. On a donc plus que 2 hommes en tête, en la personne de Zach Marriage et Fergus Browning, les 2 Australiens qui vont se disputer la prochaine arrivée au sommet, les points de la montagne, le prochain sprint. Sans Bastien Tronchon, qui s'est relevé derrière le peloton, est toujours mené par le coureur Majed-Chouk de la Red Bull Boransgro, et avec toujours 4-5 coureurs de AG2R La Mondiale derrière, et désormais AG2R La Mondiale qui va peut-être se mettre également en roulé puisque Bastien Tronchon s'est relevé. Tout n'est pas clair pour l'instant dans ce que fait AG2R, mais rien ne nous dit que tout sera clair plus tard. Mais quand même, c'est bizarre. Plus que 2 hommes devant, 106 km encore à parcourir, 4 minutes et 41 secondes d'avance pour Browning et Marriage. Petit point à 97,5 km de l'arrivée.
On a toujours nos deux hommes en tête, nos deux Australiens Browning et Marriage, poursuivis par un peloton qui est toujours aux alentours de 4 minutes et 45 secondes, toujours mené par la Red Bull Brownsgrove. Bastien Tronchon n'a toujours pas été repris, il est toujours intercalé, il roule à son rythme et il va être repris à un instant ou un autre. Pas de chute, pas d'abandon. Une info tout de même, un coureur non partant, un coureur qui n'est pas parti ce matin. C'est l'Italien de la Movistar, Manilo Moro. Malade certainement, et il est venu jusqu'en Australie pour même pas courir, c'est fort dommage. C'est le premier abandon, c'est même plus qu'un abandon puisqu'il n'a jamais participé. La course est tranquille, ça va être le moment pour moi pour faire un petit focus sur mon favori du jour. Mon favori, c'est parce qu'il est à peu près certain que l'échappée n'ira pas au bout et que ça va finir au sprint, c'est l'Allemand Phil Bauhaus, le sprinter de la Red Bull, de la Bahrain Victorious, pardon. C'est un très bon sprinter. Il a avec lui Nikias Arndt notamment pour le lancer. Ses autres coéquipiers sont un petit peu moins connus, mais à lui tout seul, il est capable de faire la différence, Phil Bauhaus. Il compte 6 victoires en World Tour. Une victoire en 2017 sur le Critérium du Dauphiné. Une victoire en 2021 sur le Tour de Pologne. En 2022, il remporte encore une étape du Tour de Pologne et une autre de Tirreno Adriatico. En 2023, il remporte cette même étape, la première étape du Tour Down Under. Et l'an passé, il a encore remporté une étape sur Tirreno Adriatico. L'an passé, Phil Bauhaus était aussi sur ce Tour Down Under. Il avait terminé deuxième de la première étape derrière Sam Welsford, également présent et autre grand favori du jour. Outre ses 6 victoires sur des courses World Tour, il a fait quand même plusieurs podiums sur des grands tours et notamment sur le Tour de France, mais il n'a jamais gagné d'étape sur un grand tour. Il était là en 2023, en 2024 sur le Tour de France. Il a fait deuxième, troisième, mais battu le plus à chaque fois par Philipsen. C'est donc un des top sprinters, pas un des meilleurs, mais comme les autres meilleurs que sont Philipsen, Groenewegen, Jacobsen, Girmay ne sont pas là, et c'est l'occasion pour lui de remporter une nouvelle étape World Tour. Ses principaux adversaires aujourd'hui, Sam Welsford, je l'ai dit. On a aussi Corbin Strong d'Israël Première Tech. On a, parmi ceux que je n'ai pas cités tout à l'heure, Arne Maritz de l'Intermarché Vantigobert. Voilà, c'est mon favori du jour, Phil Bauhaus. On va voir si mon intuition est la bonne. Et puis, lors de toutes les prochaines étapes de ce Tour d'Under et toutes les prochaines courses que je vous commenterai, je vous donnerai toujours en milieu d'étape mon favori avec un petit peu son curriculum vitae. Ça y est, tiens, au moment où je dis ça, c'en est fini pour Bastien Tronchon qui est repris 94,6 km de l'arrivée. Il vient d'être repris par le peloton. Il dit salut à ses coéquipiers qui sont toujours devant, derrière le coureur de la Red Bull qui mène le train. Ils discutent, on ne sait pas trop ce qu'ils demandent. Est-ce qu'il est en train de se faire engueuler en lui disant « T'as pas suivi le plan, on était censés rester tous dans le peloton », on ne sait pas. En tout cas, ça discute du côté de la Décathlon. Bastien Tronchon qui se met dans le train de la Décathlon derrière. Mazietchouk pour la Bora. 82 km de l'arrivée, les deux hommes de tête ont toujours 4 minutes 30 d'avance, l'écart qui est toujours stable, qui ne descend pas, ils font du bon boulot en tête. Et du coup, on va parler un peu d'eux, on va parler un petit peu de leur carrière. Alors, c'est de très jeunes coureurs, ils ont tous les deux 21 ans, ils sont tous les deux australiens, puisqu'ils font partie de la team, de l'Australian National Team. Aucune victoire en carrière pour Zach Marriage. Sa meilleure performance est une 3e place sur une étape de la Ronde de l'Isard en France, une compétition qui est uniquement accessible aux coureurs de moins de 25 ans. Il a fait 6e du Tour du Japon l'an passé. Voilà pour quelques résultats, rien de bien marquant. Pour Zach Marriage, c'est un peu mieux pour Fergus Browning puisque lui, il compte une victoire et pas n'importe laquelle. C'est une étape du Tour de l'Ain. Tour de l'Ain, c'est une course accessible à toute
toutes les équipes, hein, même les World Tour, peuvent participer au Tour de l'Ain. Donc une belle victoire d'étape en France également pour Fergus Browning. À noter que Fergus Browning a aussi fait des bons résultats là cette année, en tout début d'année, sur les championnats nationaux australiens, sur les courses jeunes, pas sur les courses normales qui ont été remportées, on l'a dit, par Durbridge et par Plapp. Il a fait 2 deuxièmes places, aussi bien sur le chrono que sur la course en ligne, Fergus Browning. Donc un bon petit coureur qui devrait se battre tout autour de ce Tour de Under. Pour le maillot de meilleur grimpeur, on suppose, on est à 6 km là, de la prochaine ascension. On va voir si c'est lui encore qui prend les 7 points au sommet, c'est fort probable. Et on devrait le revoir à l'avant lors des prochains jours pour tenter de ramener ce maillot jusqu'au bout. Fergus Browning, il aura Zach Marriage qui est plus là pour l'aider. Un mot quand même sur Zach Marriage, je l'ai quand même pas dit, mais en fait cette saison, lui aussi a fait un bon résultat parce qu'il a remporté le contre-la-montre junior du championnat australien devant donc Fergus Browning. Ah oui, j'avais pas vu ça, je viens de le voir à l'instant. Zach Marriage, Fergus Browning, c'était les 2 premiers au contre-la-montre junior en début d'année. Et donc c'est plutôt des bons rouleurs, donc le peloton va devoir quand même s'employer. Il y a 4 minutes 30, 80 km à disputer. Faudra aller les chercher. Ils ne se rendront pas facilement. Ce sont 2 bons jeunes rouleurs australiens de 21 ans que l'on découvre. Et puis Bastien Tronchon, puisqu'il a décidé d'abandonner, on ne va pas parler de lui. Voilà, tant pis pour lui. La prochaine fois, s'il veut que je dise ses stats, ses meilleurs résultats, il ira jusqu'au bout dans l'échappée. Il se donnera à fond. Non mais oh, incroyable ça. 75 km de l'arrivée, la voici, la 2e ascension du jour. C'est la Berry Hill Clyde, 1,5 km. C'est court, mais elle est quand même à 6,6% de moyenne. C'est donc assez pentu. Les 2 hommes de tête, les 2 Australiens, ont 4 minutes et 18 secondes d'avance sur le peloton au moment d'entamer cette ascension. Il est assez peu probable, étant donné qu'ils ne se sont pas battus tout à l'heure, qu'ils se battent de nouveau pour les points au sommet, d'autant plus qu'il n'y a plus Bastien Tronchon pour jouer les troubles fêtes. Ils se sont probablement mis d'accord et c'est encore Fergus Browning qui va passer en tête devant Zach Marriage. Réponse dans 1 km, encore 1 km d'ascension pour les 2 hommes sur cette ascension très très roulante. Hein. C'est une grande route, on n'est pas dans un petit col des Alpes ici, hein, rassurez-vous. La Berry Hill Clyde, a noté que c'est la même ascension que l'on va grimper à 30 km de l'arrivée. C'est donc intéressant de voir si elle peut mettre en difficulté certains sprinteurs, mais vu comme c'est une route large, roulante, je ne crois pas que des sprinteurs seront lâchés ici, à moins vraiment d'une manœuvre d'une équipe qui a un très très bon grimpeur sprinter. Sinon, ça devrait passer pour tout le monde. C'est Fergus Browning qui est en tout cas encore une fois en tête. Allez hop, ils prennent un petit bidon, ils le donnent à Zach Marriage. Zach Marriage qui arrose Fergus Browning en échange. C'est beau cet esprit d'équipe. Hop, encore un petit coup de Marriage dans le dos de Browning. Il faut dire qu'il fait chaud, hein, c'est l'été en Australie, il fait 30 degrés, il fait beau. Ça donne envie, on va pas se mentir. 600 mètres du sommet, c'est toujours Browning qui fait le tempo. Marriage dans sa roue, les 2 jeunes coureurs de 21 ans qui doivent être tellement heureux d'être là. C'est leur première participation à une course World Tour, ils sont en tête, ils prennent des points, ils montrent le maillot de leur équipe nationale et puis ils se font connaître en vue du futur. Qui sait si c'est pas là de futur, on va pas dire des pépites, sinon on aurait déjà entendu parler d'eux, mais de futurs bons coureurs du peloton professionnel. Ça sera ici, sur 100% cyclisme, que vous en aurez entendu parler pour la première fois de Zach Marriage et de Fergus Browning. 400 mètres. C'est toujours Browning qui mène le train. J'ai bien peur qu'il n'y aura pas de suspense pour le sommet de cette étape. On va voir quand le peloton arrivera, le peloton qui est 4 minutes derrière. Est-ce que Bastien Tronchon ou le Norvégien Tjota, qui a pris un point, qui avait essayé de
de prendre l'échappée qui n'a pas réussi et qui a pris un point lors de la première ascension va se montrer pour aller chercher les 3 et 1 point qui resteront derrière les 2 Australiens. Allez, 100 mètres de l'arrivée et ça ne change pas. Browning qui va tranquillement passer en tête. Marriage dans sa roue. À moins qu'il décide de se partager les points. Ça pourrait aussi, mais c'est quand même peu probable. Ça y est, c'est bien fait. C'est bien Browning qui passe en tête devant Marriage, qui prend 5 points pour Marriage, 7 pour Browning. Ça fait 14 et 10. On va maintenant attendre 4 minutes pour voir le peloton arriver et voir si quelqu'un a envie d'aller prendre les 3 petits points, le petit point qui reste quand même. Allez, battez-vous là parce que on va pas se mentir. Pour une étape, une course de reprise, ce n'est pas la plus passionnante de l'histoire. Le scénario qui n'a absolument pas évolué, c'est toujours Filip Masieczuk de la Red Bull Bora Hansgrohe qui mène le peloton. Et puis c'est à peu près tout, hein. Et c'est à peu près tout. Ah, bah non, il suffit que je dise ça pour qu'il y ait un changement, puisque là je vois un maillot, les nouveaux maillots rouge et jaune de la Cofidis. C'est un Cofidis qui mène pour Brian Cocard, très certainement. Allez, le peloton qui arrive, est-ce qu'il va y avoir des coureurs qui vont vouloir aller prendre les points qui restent? Pour l'instant, ce sont 2 coureurs de la Red Bull Bora qui sont en tête dans ce peloton avec un coureur de la Cofidis derrière. Personne ne bouge, pas même Bastien Tronchon qui a pris 3 points tout à l'heure. Il pourrait s'amuser à en prendre 3 autres. J'ai pas l'impression. Et non, personne qui ne bouge. Décidément, il ne nous faut pas de cadeau aujourd'hui. Les coureurs, ce sont les 2 coureurs de la Bora qui prennent les points restants. Par défaut, on peut le dire. On se rapproche, 52 km de l'arrivée, les 2 hommes de tête ont encore pas mal d'avance, ils ont 3 minutes 30 sur un peloton qui ne plaisante plus désormais. La Bahrain Victorious a joint ses efforts à la Red Bull Bora Hansgrohe et à la Cofidis pour diminuer l'écart. À noter qu'il y a eu un petit accrochage dans le peloton au cours d'un virage. Pas de chute, mais Thomas Gloag, le jeune Britannique de la Visma Lease the Bike, a mis pied à terre, a dû mettre le pied à terre et puis repartir dans la foulée sans dommage. Mais c'est la preuve que la tension commence à gagner un petit peu ce peloton. On se rapproche de l'arrivée et puis on se rapproche surtout à grands pas du dernier sprint intermédiaire. Alors certes, les 2 échappés vont prendre les 3 et 2 secondes. Probablement ce sera Marriage qui passera devant Browning pour faire comme tout à l'heure. Browning, lui, il s'occupe des points de la montagne. Marriage des points du classement des sprints. Mais la question, c'est qu'il reste une petite seconde. Et une seconde sur le Tour Down Under, ça peut parfois faire une grande différence au classement général. Donc on va voir si les favoris vont aller la chercher cette seconde ou si ils vont simplement laisser le peloton rouler. On espère une petite accélération, un petit coup, on va voir si Jonathan Narvaez ou Jay Vine vont s'y mettre, on va voir si Stephen Williams va s'y mettre aussi, ou si d'autres prétendants vont tenter d'aller la chercher. Ça sera intéressant à voir. On arrive au sprint de Birdwood, la petite localité, et ça va être Zachary Marriage qui passe en tête. Oui, c'est Zach Marriage qui passe en tête devant Fergus Browning. Il a donc pris 5 secondes aujourd'hui. Et Fergus Browning en a pris 3. Le peloton qui va passer ici dans 3 minutes. Et on va donc voir si quelqu'un va aller se battre pour cette petite seconde qu'il reste à prendre. Ça va vite dans le peloton, il y a des coureurs qui vont aller chercher cette seconde parce que c'est plus du tout les équipes de sprinteurs qui mènent d'un seul coup le train, c'est les équipes du classement général avec la Decathlon AG2R qui est là. Alors peut-être ça sera pour Bastien Tronchon pour aller prendre une seconde de plus ou pour peut-être Paul Lapera. On a aussi Ineos Grenadier qui est là. Est-ce qu'on a des Emirates aussi?
Pour l'instant, c'est Paul Lapera qui est parfaitement placé en deuxième position dans la roue d'un de ses coéquipiers. Attention, il y a des Education First aussi là, qui reviennent à fond pour Esteban Chavez peut-être. C'est Esteban Chavez. C'est Education First qui est désormais en tête. Stephen Williams qui est là dans 5-6e position. Je ne vois pas d'Emirates. Si, les Emirates sont là. Il y a aussi un Red Bull qui est là. Et c'est Paul Lapera qui lance le sprint. On a Lucas Nerurkar, mais c'est Narvaez. C'est Narvaez qui le prend. Narvaez qui prend cette petite seconde et qui montre qu'il sera pas un des autres dangers, que Jay Vine ne sera pas le seul danger de la Team Emirates, mais qu'il faudra aussi compter sur l'Équatorien qui vient de rejoindre cette nouvelle équipe en provenance d'Ineos Grenadier. Et là, il a parfaitement joué le coup pour devancer Paul Lapera. Et il me semble que c'était Lucas Nerurkar pour la Education First qui s'est amusé à faire ce sprint aussi. Cette accélération du peloton pour cette petite seconde a fait un grand mal aux échappés puisqu'il n'y a plus que 2 minutes 15 d'écart entre le peloton qui, ça y est de nouveau groupé et les deux hommes de tête. Il reste encore 47 km. C'est beau ce que font ces deux jeunes Australiens qui résistent toujours. 31 km de l'arrivée, ils ont 1 minute et 38 secondes d'avance. Ils se rapprochent aussi à grands pas de la dernière ascension du jour. C'est de nouveau la Berry Hill Climb, ce kilomètre 500 à 6,6% de moyenne. Il devrait, sauf grosse défaillance, passer en tête et prendre encore les 7 et 5 points réservés aux deux premiers. Il restera 3 et 1 point pour le peloton, mais a priori, ça n'intéresse pas grand monde. 1 km 300 encore pour les deux hommes. Ils donnent tout et il est probable qu'après cette ascension, on va voir s'ils ont encore du jus pour tout donner et y croire jusqu'à l'arrivée. Ils ont encore 1 minute 30 d'avance. Le final est assez roulant, descendant. Il faudrait un bel exploit, mais pourquoi pas, parce qu'en tout cas, dans le peloton, tout le monde est à la manœuvre. Là, la Cofidis, la Bora et la Bahreïn. Mais il y a aussi désormais la nouvelle équipe qui a changé de nom, l'ancienne DSM, l'équipe de Romain Bardet qui s'appelle désormais la Team Picnic Post-NL, qui se joint à la lutte pour leur leader, le jeune Tobias Lund Andresen. Il y a donc pas mal d'équipes intéressées pour la victoire d'étape. Aujourd'hui, c'est la première course World Tour de la saison. Il y a un maillot de leader à aller chercher pour le vainqueur, puisqu'il y aura 10 secondes de bonification pour le premier, 6 secondes pour le deuxième et 4 pour le troisième. Une victoire d'étape suffira donc à être leader, puisque pour les échappés, seules 5 secondes maximum ont été pris par Zach Marridge. Donc ça va être compliqué pour les hommes de tête, l'écart qui descend 1,22 désormais. Alors que ça y est, tiens, on a un premier plan, un plan par hélico, là où on peut voir le peloton et les échappés en même temps. C'est bien la preuve que le peloton a accéléré et se rapproche. Ils ont compté jusqu'à plus de 5 minutes 30 d'avance. Mais désormais, ça s'est réduit, pas à peau de chagrin encore. Il y a encore un petit écart et peut-être même un petit espoir s'ils ont encore du jus dans les jambes. Intéressant aussi de voir si derrière le peloton va accélérer franchement pour tenter de lâcher certains sprinteurs. Parce qu'il y a des pourcentages qui montent jusqu'à quasiment 10% dans cette ascension. Alors c'est très court, mais il y a des petits passages où ça va faire mal aux jambes pour les sprinteurs. 300 mètres du sommet, c'est Zach Marridge qui pour l'instant fait le train. Ah ça y est, voilà. Fergus Browning qui prend la tête à 200 mètres du sommet. Il se retourne, tiens, les deux hommes qui se retournent pour être sûr que le peloton ne va pas leur prendre les points juste au sommet. Mais non, ils sont larges, pas de souci. C'est Fergus Browning qui va prendre encore 7 points et il aura un total joli de 21 points au classement du meilleur grimpeur. Zach Marridge, lui, en aura 15. Ça y est, 20 mètres de la ligne du sommet et Fergus Browning qui passe en tête devant Zach Marridge. Voilà, c'est fait. Pas de souci, le peloton est encore à plus d'1 minute derrière. Et Fergus Browning qui sera donc sur le podium ce soir en tant que leader du classement de la montagne. En tout cas, pas de dégâts. Dans le peloton, tout le monde a l'air d'être passé, tous les principaux sprinteurs et même les poissons pilotes, les trains, les lanceurs. Ce n'était pas suffisamment long pour faire des écarts, surtout que voilà, c'est la première étape.
C'est la première course de la saison, autrement dit que tout le monde est frais et peut passer cette difficulté sans aucun souci. Il reste un dernier souci désormais pour les équipes de sprinters, c'est rattraper les deux Australiens, Marriage et Browning, qui sont à l'avant depuis, ça fait maintenant 120 km qu'ils sont à l'avant, accompagnés par Bastien Tronchon un petit peu au début. Mais on sent dans leur coup de pédale là que ça devient un peu dur. Ça devient un peu dur, ils ont encore 1 minute d'avance. On est à 27 km de l'arrivée. 24 km de l'arrivée, il n'y a plus que 25 secondes d'avance pour les deux hommes de tête qui clairement se sont légèrement relevés. Ils gardent des forces, ils vont probablement vouloir reprendre l'échappée dans les prochains jours, et donc autant ne pas se vider totalement pour une cause qui était presque perdue d'avance. Ils vont se faire manger par le peloton qui avance groupé. Ils n'ont plus que 12 secondes. Et ils ont lâché prise. Ils sont contents. Ils ont fait une belle journée devant. Ils ont passé en tête des 3 difficultés et des 2 sprints intermédiaires. Ils ne pouvaient pas rêver mieux, sincèrement. C'est une journée réussie pour Zach Marriage et pour Fergus Browning. Ils terminent ensemble leur aventure. Il n'y en a pas un qui s'est essayé finalement de partir tout seul. Et ils sont repris à l'instant à 23,2 km de l'arrivée. Bravo à eux. Et le peloton qui est de nouveau entier. Tous les coureurs sont là. Et maintenant, c'est le boulot des trains, des lanceurs, de placer leurs sprinteurs le mieux possible, de faire attention aux chutes. Pour l'instant, je touche du bois, il n'y en a pas eu la moindre, mais il faut rester vigilant évidemment, puisque tout le monde va vouloir désormais aller s'imposer. Sur ce Tour Down Under, il y a aujourd'hui la dernière étape pour ceux qui seront au sprint. Demain peut-être, les autres jours, ça devrait être beaucoup plus compliqué pour les sprinteurs. C'est donc une journée importante aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de bons sprinteurs quand même sur ce Tour Down Under. Ça va donc se battre, ça va jouer des coudes. Il faudra faire attention aux chutes. Tiens, un problème pour Geraint Thomas là, à 17 km de l'arrivée. Petit souci technique pour le vétéran britannique, l'ancien vainqueur du Tour de France. Il est lâché par le peloton. En tout cas, il est derrière le peloton. Il regarde son vélo. Est-ce qu'il va arriver à changer de vélo, à revenir ? Ça serait important quand même. On précise que sur le Tour de Under, c'est pas comme sur le Tour de France. Il n'y a pas 6 voitures par coureur. C'est des équipes techniques un peu plus légères. Et donc, un problème technique peut mettre plus de temps et peut être plus problématique à régler. On va voir si Geraint Thomas va réussir à le régler et à rentrer dans le peloton rapidement avant que le rythme ne monte trop. Pour l'instant, le rythme est encore assez soutenu, mais pas foufou. La Decathlon, la Movistar, la Groupama également, qui est devant Emirates, Bahreïn, la Red Bull Bora Hansgrohe. On a 6 équipes qui sont devant le peloton qui avance groupé comme un mur. Pas d'équipe qui prend l'initiative totale pour l'instant. 10 km, le peloton est toujours splendidement groupé. Chaque équipe tient sa ligne. On a Astana qui s'est joint devant. Pas de nouvelles de Geraint Thomas. On ne sait pas s'il a réussi à rentrer ou pas sur le peloton. C'est pas sûr. Geraint Thomas qui est peut-être déjà en train de perdre gros sur cette première étape. Le peloton qui va à 66 km/h là sur le plat. Il donne quand même. Même si c'est pas en file indienne. C'est de la guerre de placement, mais ça va très 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 vite là. Les coureurs qui sont en première ligne, ils donnent tout. 4,5 km, ça s'anime. La Visma Lease Bike, Intermarché-Venti qui se jette aussi dans la bataille. On a la Jayco Alula là-bas aussi qui se montre. C'est tendu, ça va vite. C'est quasiment tout droit. Jusqu'à l'arrivée, il y aura juste un virage à 150 mètres de l'arrivée, un virage sur la droite. Mais le sprint devrait déjà être bien décanté à ce moment-là, on verra. J'espère que ça passera pour tout le monde. 3,4 km. Ineos Grenadier aussi qui remonte sur la gauche. Ineos Grenadier qui doit jouer pour
pour Samuel Watson. La Jack Walula qui est toujours là. Jack Walula qui doit jouer pour Campbell Stewart, qu'on n'a pas nommé non plus. Campbell Stewart qui va se mêler à la lutte pour l'équipe australienne. C'est important d'être présent. C'est une terrible guerre de placement. Ça prend la place des uns des autres. C'est un vrai roulement. 3 km de l'arrivée. Oh, la chute, ça y est, la voilà. La première chute, je trouve... Oh, il y a du monde. Il y a Markel Bellocchi, il y a Tom Paco, il y a Luke Durbridge, Robert Stannard, Peter Seri. Il y a du monde par terre. Ça s'est produit... Ah, il y a une petite cassure dans le peloton. Ça doit être au milieu de peloton. Pour l'instant, j'ai l'impression que tout le monde était plutôt en mesure de repartir. Mais là, voilà, la première chute de la saison... Tiens, on va revoir ce qui s'est passé. Ouais, c'était au milieu. Ouais, au milieu du peloton, là, une chute qui a coupé le peloton en deux. Ceux qui sont derrière ne sont pas tous tombés. Par contre, ils ont été extrêmement ralentis. Ils ne reviendront pas. Un bel enchevêtrement, là. On a un coureur également de la Visma. C'est peut-être Dylan Van Baarle. Le peloton coupé en deux. Il y a donc plus qu'un groupe encore conséquent de 60-70 coureurs pour se disputer la victoire. On est à 1 km 400 de l'arrivée. C'est Ineos qui est en tête pour l'instant. Ineos pour Samuel Watson. La Cofidis pour Brian Cocard. Ça y est, qui tente de se montrer devant. Ah, c'est dur de remonter. La Red Bull qui est en deuxième position derrière Ineos avec 3 coureurs pour mener Wellsford. Derrière, c'est la Cofidis. Ça y est, là, c'est plus en ligne. C'est Ineos qui mène. Le coureur d'Ineos qui s'étape. Et il y a un coureur qui tente d'attaquer, là. Il essaie d'attaquer, mais non, il n'arrive pas à faire d'écart, ça va trop vite. C'était pour l'Intermarché Venti, un coureur là, mais il n'a pas réussi à faire l'écart. On a passé la flamme rouge. Et le peloton est redressé. La Cofidis qui se relève. Et c'est parti, c'est la Boransgro. C'est la Boransgro qui mène. Sam Wellsford n'a qu'un coureur devant lui. Il a un coureur de la Groupama derrière. Derrière Sam Wellsford. Et derrière, c'est un coureur d'Ineos. On ne voit pas Phil Boos pour l'instant. Et Sam Wellsford qui est parti. Sam Wellsford qui est parti de très très loin. Il a un coureur de la Groupama à côté. Et Sam Wellsford qui est pour l'instant pas possible d'être revenu. C'est Sam Wellsford qui s'impose. Il y a un coureur de la Visma qui a bien failli le passer sous la ligne. Ça devait être Matthew Brennan là pour la Visma Lease Bike qui a fait un sprint incroyable et qui a bien failli doubler Sam Wellsford sur la ligne. Il est parti de loin, Sam Wellsford. Il est parti de très loin, mais ça a été suffisant pour s'imposer, comme l'an passé. L'an passé, c'était lui qui avait remporté la première étape de la saison sur le Tour Down Under. Eh bien, l'Australien, à domicile, récidive. Et il s'impose et sera le leader au classement général. Il s'impose, il s'impose à la photo finish. On voit qu'il a une roue d'avance sur Matthew Brennan. Et puis, pour la Groupama FDJ, c'est Matthew Walls qui fait 3e pour la... Groupama FDJ, Tim Tottenberg de la Lidl Trek qui vient faire une belle 4e place, et Ben Swift pour Ineos Grenadier, 5e, mon favori. Phil Boos n'est pas là, je ne sais même pas s'il est dans le top 10. Bon, raté. C'était Wellsford le plus fort aujourd'hui et qui s'impose devant des gros outsiders qu'on n'avait pas forcément vu venir. C'est mérité, en tout cas, c'est mérité pour Sam Wellsford et la Red Bull Boransgro, d'abord parce que c'est eux qui ont pris en charge la poursuite dès le début avec Philippe Mazietchuk qui a fait un énorme travail tout au long de l'étape. Et puis Wellsford a été parfaitement lancé par Danny Van Poppel qui se révèle peu à peu comme peut-être l'un des tout meilleurs poissons pilotes du monde. Wellsford a attaqué un peu rapidement, de loin, mais il a réussi à tenir malgré le retour du surprenant Mathieu Brennan. Et aussi du surprenant un autre Matthew Walls de la Groupama FDJ. Je pense que les deux équipes, la Visma et la Groupama, vont être très contents de cette place sur le podium. Derrière le vainqueur australien et les deux surprenants britanniques Brennan et Walls, on retrouve l'Allemand Tim Tottenberg de la Lidl Trek, un autre Britannique avec Ben Swift, 5e pour Ineos, le Belge Simon Dehers de l'Alpecin de Koenig qui prend une belle 6e place. Déception par contre pour Corbin Strong d'Israël, 7e. Et pour Phil Boos, l'Allemand de la Bahreïn qui finit seulement 9e. Entre les deux, on retrouve Rui Oliveira, le Portugais de la Team Emirates qui a sprinté, non pas Jonathan Nervaes, qu'on aurait pu plutôt attendre.
Et puis pour compléter ce top 10, c'est Jacopo Mosca, l'Italien, le lanceur de Team Town Teutenberg pour la Lidl Trek, qui vient prendre la 10e place. Au classement général, c'est bien sûr Sam Welsford qui prend la première place devant Matthew Brennan et Zach Marriage qui sera récompensé de son échappée par une 3e place au classement général. Suivent Matthew Walsh, Bastien Tronchon, Fergus Browning, Jonathan Narvaez grâce à sa petite seconde prise au 2e sprint intermédiaire, puis Teutenberg, Swift et De Haers qui sont à 10 secondes. Du temps de perdu pour quelques coureurs et notamment pour Liam Walsh, le coureur de l'équipe australienne National Team qui perd 2,44, mais surtout pour Geraint Thomas, on l'a dit, lâché à cause d'un accident mécanique, il n'a jamais pu rentrer. Il termine à 3 minutes 35. Et puis des nouvelles de la chute quand même, qui a contraint un coureur important à l'abandon, en la personne du coureur de la Visma Leasebach, Dylan Van Baarle. Il était le leader, Dylan Van Baarle de l'équipe, et il termine malheureusement, il a dû abandonner. Miles Scotson d'Arkea BNB Hotel a également abandonné suite à cette chute. Au classement par points, c'est bien sûr Sam Welsford qui est leader devant Matthew Brennan et Matthew Walsh. Et puis au classement de la montagne, Fergus Browning avec 21 points devance Zach Marriage avec 15 points et Bastien Tronchon avec 3 points. Les autres coureurs qui ont pris des points sont Finn Fisher-Black de la Red Bull qui a pris 3 points, Marc Soler de la Team Emirates qui a pris 3 points, ainsi que Martin Ciotta d'Arkea BNB Hotel, Paul Ourselin de la Cofidis et Ben Zvioff de la Red Bull qui ont pris tous les 3 1 point. Au classement du meilleur jeune, c'est Matthew Brennan, le deuxième du jour, qui est meilleur jeune, il devance les 2 échappés, Zach Marriage et Fergus Browning d'1 et 3 secondes. Voilà pour cette première étape et la victoire de Sam Welsford, qui est donc le premier leader, comme l'an passé. On se retrouve demain pour la seconde étape du Tour Down Under, une étape assez similaire à celle-ci, 128 km entre Tanunda et Tanunda, une boucle. D'ailleurs, on fera 3 fois la même boucle, puisqu'on montera à 3 reprises le Manglers Hill, 2,8 km à 6,6% de moyenne. La dernière ascension à 23 km de l'arrivée sera-t-elle suffisante pour éliminer les sprinteurs, ou aurons-nous le droit, comme aujourd'hui, à un nouveau sprint massif ? Réponse demain, dans 100% cyclisme. Salut à tous, salut à toutes.